47 000 cas dépistés, environ 47 000 cas estimés en 2023. Un petit peu plus chez l'homme que chez la femme. D'ailleurs, c'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme, par cancer, chez l'homme, et la troisième cause de mortalité par cancer chez la femme. Voilà, les décès, et vous voyez ça, on est dans les mêmes proportions. C'est une incidence qui est stable entre 2010 et 2023. Là, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. L'incidence, c'est le nombre de cancers qui sont diagnostiqués par an. Donc, c'est stable. Vous avez d'autres cancers qui, au contraire, malheureusement, augmentent. Je pense au cancer du pancréas, par exemple. Et par contre, d'autres cancers qui pourraient être en régression, mais ils sont plus rares quand même. Ils sont beaucoup plus rares. Voilà. Tout à fait. C'est peut-être le moment pour toi, Tom, de poser une petite question à l'ensemble des participants. Oui, alors la première question. Donc la question, je vous l'envoie tout de suite. Hop. Donc le temps qu'elle arrive, vous allez avoir directement un petit pop-up, voilà. Donc la question, c'est quelle est la tranche d'âge concernée par le programme de dépistage organisé du cancer colorectal en France? Donc proposition 1, 40 à 64 ans. Deuxième proposition, 50 à 74 ans. Et dernière proposition, 70 ans et plus. Donc je vous laisse y répondre. Et puis on va regarder tout ça là, au niveau des sondages, qui a répondu quoi, et puis on va vous expliquer pourquoi cette réponse et pas une autre. Ok, donc je crois Tout le monde que a tout le répondu. monde répond. 3 réponses. Hein. Ok, Donc, pour très l'instant, on a bien. 3 réponses sur le Pulse. On a 3 On a une proposition aussi dans le chat qui est de 50, donc encore la deuxième réponse. Donc on est sur 4 réponses justement pour 50 à 74 ans. Je vais vous laisser reprendre la main, les filles. Ok, donc on est tous d'accord. Est-ce que tu peux passer à la slide Ouais. suivante, s'il te plaît? Donc, effectivement, le dépistage organisé du cancer colorectal s'adresse aux hommes et aux femmes. Ça, c'est vraiment important parce qu'on a tous un côlon, on a tous un rectum. S'adresse aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans. En fait, c'est un cancer qui survient majoritairement après 50 ans, dans 95% des cas. Et il y aura une surveillance plus rapprochée, donc en amont, avant 50 ans, pour les familles considérées à risque, donc les familles où il y a déjà eu des cas de cancer colorectal. Oui. Il faut savoir que ce cancer colorectal, dans les familles à cancer colorectal, il y a des marqueurs génétiques qui, s'ils sont positifs, montrent que la personne est plus exposée. Je n'ai pas dit qu'elle ferait un cancer colorectal, mais elle sera plus exposée. Donc, chez elle, il ne faut pas attendre le dépistage organisé. On commence bien avant. On commence bien avant. Et là, les les gastro-entérologues, c'est eux qui font les coloscopies, ont vraiment tout un protocole. J'ai envie de dire, pour faire assez simple, j'appelle plus ça le dépistage organisé, mais le dépistage personnalisé qu'on vient faire auprès de son médecin traitant et qui après nous redirige effectivement pour ce cas-là vers un gastro-entérologue. Hop, donc le diaporama suivant, comment réaliser ce dépistage. Donc on va vous expliquer simplement le petit parcours qu'on propose. Donc j'ai entre 50 et 74 ans, je reçois une invitation de la part de la CPAM à mon domicile et avec cette invitation, je vais pouvoir retirer mon kit. Avant, je pouvais le retirer uniquement chez mon médecin traitant. C'est toujours le cas, mais on a un peu élargi cette proposition au site internet monkit.dépistage-colorectal.fr. Donc j'ai seulement quelques réponses à des questions à donner, ou alors je peux aussi le retirer chez mon pharmacien qui me posera aussi quelques questions très simples pour savoir si je suis éligible à ce dépistage. Donc, comme vous le voyez, à la 4e étape, c'est cette petite enveloppe bleue que l'on récupère. Et on fait le dépistage à la maison. Il est indolore, ça prend quelques minutes, donc ça c'est l'avantage. Ça se fait sur les toilettes, évidemment. Je remplis tout ce que j'ai à remplir en lisant la petite notice et dans les 24 heures, je poste cette enveloppe. C'est une enveloppe qui est pré-timbrée, donc il n'y a pas de frais, il n'y a rien à penser, tout est fait pour nous. Et je reçois mes résultats par courrier, mais aussi par SMS, il me semble, ou sur Internet.
2 semaines à 1 mois après avoir fait les tests. On n'a qu'un laboratoire en France qui analyse, ces données-là. Donc selon le taux de participation, les résultats peuvent mettre un peu plus de temps à arriver jusqu'à nous. Je rajouterai un petit élément, ne pas faire le prélèvement la veille d'un week-end, Exactement. ni d'un jour férié, parce que ça se conserve quand même pas très, très, très bien. Donc ça se conservera le temps d'expédier si ça part tout de suite. C'est ça. Donc le mieux, c'est de faire son dépistage en début de semaine, du lundi au mercredi, c'est idéal. Si je fais mon dépistage, le soir, je peux le poster le lendemain matin et si je fais mon dépistage le matin, je le poste dans la journée même. Je le laisse 24 heures maximum à la maison, à température ambiante, on ne met pas au frigo ou quoi que ce soit, sinon on va fausser les résultats et on nous dirait simplement que ce test n'a pas pu être analysable et qu'il faut recommencer. Une autre petite précaution que j'aime bien, donner, faites attention quand vous retirez votre kit, il y a une date de péremption sur celui-ci. Une date de péremption et selon chaque test, ça peut durer quelques mois, mais ça peut être des fois beaucoup plus court. Donc quand vous l'avez, prenez bien ce détail en compte qui est un détail, assez important et je réalise ce test tous les 2 ans. OK, super. Donc là, je vais vous lancer une, seconde petite question. Hop, le temps qu'elle arrive, donc voilà, elle est prête. Donc la question c'est: le test de dépistage du cancer colorectal vise principalement à détecter, petit a, des traces de sang invisibles à l'œil dans les selles, petit b, la présence de polypes dans le côlon et le rectum, petit b, des anomalies génétiques. Je vous laisse y répondre et puis on va regarder ensemble et puis comme pour la première question, le même schéma, voir au niveau des réponses qui sortent et la bonne réponse et vous expliquer pourquoi. Donc pour le moment, on a 4 réponses, donc 2 pour des traces de sang invisibles à l'œil dans les selles et 2 pour la présence de polypes dans le côlon et le rectum. On va attendre un petit peu, voir si tout le monde, va répondre ou non. Tac. D'autres réponses qui passent du coup dans des traces de sang invisibles à l'œil nu. Donc sur la première, le premier choix, on est à 67 des réponses. Est-ce que les filles, vous souhaitez ajouter quelque chose à ceci? Ajouter que, bah, c'est effectivement les traces de sang. Parce que le fait effectivement, ça peut signifier qu'il y a un polype ou un cancer, mais c'est le sang qu'on cherche dans les selles. C'est pas On va pas avoir de cellules ou quoi que ce soit qui va nous dire que c'est un polype, que c'est un cancer. On cherche s'il y a du sang. S'il y a du sang qu'on ne voyait pas à l'œil nu, hein, parce que c'est vraiment c'est des microsegments, mais qui à la longue d'ailleurs finissent par donner une anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges. Donc ces traces de sang vont dire: «C'est pas normal, polype ou cancer et par contre tout de suite coloscopie». Voilà. Voilà, c'est la suite. Si un résultat est positif, ça veut effectivement dire qu'il y a des traces de sang, pas forcément visibles à l'œil nu, qui sont présentes dans les selles. Pourquoi ce dépistage a été mis en place? Simplement parce que c'est un polype qui saigne, c'est souvent, majoritairement, l'état du polype avant qu'il ne dégénère, si je puis dire. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on propose ce dépistage. On se rend compte que dans 70 des cas, effectivement, c'était un polype, enfin, après avoir, eu les résultats, on fait une coloscopie et à la coloscopie, dans 70 des cas, qui étaient positifs à ce test, on s'aperçoit que c'était un polype qu'il fallait retirer parce qu'il aurait pu devenir problématique par la suite et après, il y a malheureusement 10 de cancers déjà bien avancés qu'il faut traiter et qui sont moins simples à traiter parce que déjà avancés. Et puis, il reste, un faible pourcentage de personnes, qui avaient peut-être des fissures anales internes qui n'étaient pas connues, des hémorroïdes ou tout autre, type de sang. Tout C'est un test qui ne détecte pas le sang animal. Si on mange de la viande rouge ou autre, on ne saura pas, un faux positif, j'ai envie de dire. Donc pas d'angoisse là-dessus. Enfin, Après, il suffit de questionner si on a tendance à être, sujet aux hémorroïdes ou autre, il suffit de questionner son médecin pour savoir quel est le moment le plus propice pour se dépister ou autre. mais c'est pas si on fait la coloscopie et qu'on ne voit rien à la coloscopie, on se dit: «C'est une autre cause, en tout cas c'est pas une cause cancéreuse ni Et polype» tant mieux, et tant mieux. tout à fait. Si on trouve un polype, même un ou des polypes, ils sont retirés au cours de la parce qu'on ne sait jamais ce que deviendra un polype Ils passent pour intestinal. analyse. Donc ils partent pour analyse, ils reviennent dans 90 des cas négatifs
mais on les retire. Tout à fait. Donc, non, bah, ça, les médecins vous le diront. Ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui sont sous anticoagulants ou sous traitement à l'aspirine, avant de faire la coloscopie, on va leur demander d'arrêter leur traitement pendant au moins 48 heures pour Mmh. pas saigner à l'intervention. Voilà, c'était un détail, mais normalement, le médecin vous le dira. C'était un détail intéressant. Merci. C'est bon pour, cette partie pour nous, Tom. Ok, super. Donc là, maintenant, on va passer à... Donc là, on vient de voir comment réaliser ce dépistage. Maintenant, on va passer à justement la mise en pratique du dépistage. Donc, on va vous proposer une petite vidéo avec des sous-titres et juste après, une petite question pour vous. Une petite aparté, cette vidéo est, très rapide, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les intégrer dans le chat, on y reviendra à la fin. Alors, excusez-nous peut-être pour la qualité qui a eu un peu de mal à suivre. Je suis désolé pour ça. Je vais vous lancer du coup le nouveau petit questionnaire. Donc la question est, je n'ai aucun symptôme, dois-je faire le test du dépistage du cancer colorectal? Non, le dépistage n'est nécessaire qu'en cas de symptômes. Oui, le dépistage est recommandé même en l'absence de symptômes. Oui, mais seulement si j'ai des antécédents familiaux. Ou non, le dépistage est inutile si je me sens bien. Donc je vous laisse un peu de temps pour y répondre et puis on va regarder du coup, comme tout à l'heure, les réponses, puis vous expliquer tout ça. On a quand même un groupe assez actif. On est déjà à 4 réponses du coup pour oui, le dépistage est recommandé, même en l'absence de symptômes. 5 réponses. On est beaucoup plus unanime sur cette, question-là et Exactement. c'est chouette. Comme l'a dit Mariette, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat, donc dans l'onglet conversation, et on y répondra à la fin. On fera un petit récap de toutes les questions pour y répondre ensemble. Donc là, on est à 7 réponses. Je pense qu'on peut à ce On moment-là va passer aux pouvoir y répondre, explications. tout à Ouais. fait. Est-ce que Alors, je vous Janine, je te laisse la laisse main. répondre à cette question? La question, bah oui, je crois que la question, bah, c'est 100% de réponse. Je pense que c'est que les personnes qui suivent le webinaire, eh bien, ont compris en quoi consistait ce dépistage. Tout à fait. C'est la recherche de sang dans les selles. C'est recommandé, même en l'absence de symptômes, même quand on va très bien. On se rend vraiment pas compte qu'on perd du sang. Au bout d'un certain temps, on peut se sentir fatigué parce qu'on est anémié. Mais il y a tellement raison d'être anémié. En tout cas, en particulier chez les femmes avec les règles. Donc, c'est recommandé pour tout le monde, même s'il n'y a pas de symptômes. Oui, j'ai envie d'ajouter que, malheureusement, quand, il y a l'apparition de symptômes, C'est qu'il est c'est déjà bien déjà avancé. un stade bien avancé et donc plus compliqué à traiter. Tout l'intérêt de ce dépistage que vous avez bien compris effectivement en répondant, tous, juste, tout l'intérêt, c'est de prendre les choses à temps le plus précocement possible et avec ce moyen de dépistage, on a même le moyen d'agir avant que le polype Il y a une soit réponse. devenu cancéreux. Donc on est dans du dépistage, primaire, on est à Et du dépistage à fond. dépistage primaire, et ce qu'il faut savoir, c'est que pris à temps, c'est quand même 90% de guérison Tout à à fait, 5 ans. Donc, ce qui est quand même très, très important, vu la fréquence de ce cancer, quand même. tout à fait, oui. Vu la fréquence de ce cancer. Voilà.
Donc ensuite, on voulait axer Intervention. notre intervention sur les bonnes pratiques. Donc la première bonne pratique, vous l'aurez compris, c'est de se dépister dans le cadre du dépistage organisé, mais c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place au quotidien, qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc on va commencer tout de suite par le positif, parce que c'est un peu notre credo. Donc on peut augmenter notre consommation de fibres, d'aliments riches en fibres. Donc ça passe par les fruits, par les légumes, mais ça passe aussi par Exercice les physique. céréales complètes, plein d'aliments comme ça, le pain complet, les pâtes complètes, etc. C'est vraiment riche en fibres. Et donc, c'est largement protecteur. Les fibres viennent tapisser le côlon, l'intestin, et donc le protéger. Et ensuite, on sait que la pratique d'une activité physique régulière, c'est-à-dire tous les jours, est aussi largement protectrice. Alors, on entend bien qu'on ne parle pas d'un marathon, on ne parle pas de courir 40 km tous les jours, pas du tout, mais avoir une activité qui augmente le rythme cardiaque, une activité assez soutenue, au moins 30 minutes par jour, c'est suffisant et c'est très important. Alors là, vous avez le petit bonhomme qui fait sa gym, monsieur, madame. Il y a un monsieur ou une dame, j'en sais rien, qui monte les escaliers, l'autre qui joue au tennis. C'est comme vous voulez. Faire du ménage, c'est un exercice physique. Monter les escaliers, bien sûr que c'est un exercice physique. Alors, les bonnes pratiques, on dit, mais j'ai pas le temps. Oui, on n'a pas le temps. Mais on a peut-être le temps quand même de partir 10 minutes plus tôt et de descendre du bus 2 arrêts avant l'arrivée. On a peut-être le temps de monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l'escalator ou l'ascenseur. On peut toujours trouver le temps dans la journée d'avoir cette demi-heure d'activité physique. Tout à fait. C'est plein d'astuces à mettre en place au quotidien et ça peut rythmer notre journée. C'est pas forcément un temps C'est prédéfini. pas un temps prédéfini. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Et si vous comptez vos... Alors, il y a les fameux 10 000 pas. C'est pas, on va pas être un ayatollah des pas à faire toute la journée. Parce que si vous avez des petites jambes, vous en ferez 15 000, et les grandes jambes en feront que 9 000. Mais il y aura eu un exercice physique. Et c'est tous ces exercices physiques, c'est aller à pied, descendre une station plus tôt, monter les escaliers et ne pas prendre l'ascenseur, ne pas prendre... Et puis, enfin, voilà. Mais c'est vraiment au quotidien et c'est très facile à faire au quotidien. Alors, les fibres, alors bien sûr, on les vous trouve bien sûr dans les légumes verts, on les trouve dans les fruits, on les trouve, mais également, il y a les légumineuses aussi, les Oui, légumes tout à secs, fait. qui sont très, très riches en fibres, les lentilles, les haricots, tous le quinoa, voilà, sont très riches en fibres. Prenez des aliments complets ou semi-complets, je pense au riz, je pense aux pâtes, qui sont des féculents, eux, mais semi-complets, c'est quand même très riche en fibres, hein. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que... Ensuite, on a les comportements à ne pas adopter pour À essayer. essayer de ne pas les adopter ou les adopter le moins possible pour réduire les risques de cancer. Donc, on parle de limiter la consommation de viande rouge. Limiter la consommation de viande rouge une fois par semaine, c'est ce qu'on considère comme Largement suffisant. largement suffisant, tout à fait. Donc, viande rouge, ça comprend la charcuterie, en fait, tous les animaux. Bah, la viande rouge, bah, les viandes blanches, c'est quoi? C'est le poulet. C'est essentiellement le poulet. Le porc, si on le fait bien C'est cuire. considéré comme Mais une viande c'est rouge pour l'organisme, pour on va dire. l'organisme, c'est une viande rouge. Surtout que quand on le fait cuire comme font les grands cuisiniers, il est mi-cuit. Oui, c'est Donc, vrai. Donc, limiter en tout cas toutes les graisses les animales. graisses d'origine animale, hein. Tout à fait. Alors, graisse d'origine animale, le poisson, c'est un animal aussi. Mais il faut savoir que le poisson le plus gras, c'est-à-dire le saumon, le maquereau, la sardine, les anchois, sont plus maigres que la viande la plus maigre. Ça, je crois que Que la c'est viande blanche. que la viande Mm. blanche, que le blanc de poulet, pour prendre la plus blanche des viandes. Voilà. Donc, la charcuterie contient énormément de matière grasse animale. Ça, c'est à proscrire. Les beurres, bah, le beurre, on a besoin de fromage, on a besoin de produits laitiers, mais il faut les prendre sous les formes les plus allégées possibles. Et quand même, on a un bon ersatz de beurre qu'on appelle le beurre végétal, qu'on peut appeler la margarine, qui sont enrichis en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9, qui sont protecteurs contre le cholestérol et protecteurs pour la paroi intestinale aussi.
Bon, mais on peut se faire un petit plaisir de temps en temps quand même. Bien sûr, là vraiment la consigne, c'est de limiter la consommation et pas forcément de la mettre totalement de côté, mais c'est important de le garder en tête et idéalement, ne pas fumer et ne pas boire. C'est un petit peu plus dur à entendre. Le vrai message que passe Santé publique France, c'est, limiter sa consommation d'alcool. On sait qu'il y aura moins de risques de cancer s'il n'y a pas du tout de consommation d'alcool. Après, chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a, mais on sait que la consommation d'alcool et de tabac, augmente, le risque de cancer dès la première cigarette ou le Bah, premier verre, ouais. donc voilà. Ça augmente en diminuant les défenses de l'organisme. L'organisme sait moins se défendre et vu le cancer, c'est une maladie des cellules. Les cellules anormales, nos corps, on en fabrique tous les jours. Nos corps ont des outils pour s'en débarrasser. Et là, on va diminuer les défenses immunitaires de l'organisme avec ces toxiques-là. Voilà. On peut peut-être passer, Tom, à la dernière, question, il me semble, collective. Exactement, c'est ça. Donc la dernière la dernière question, pardon, c'est donc selon les estimations, quel pourcentage de cancer serait évitable grâce à une bonne hygiène de vie? Donc vous avez le choix entre 10%, 40% ou 70%. Je vous laisse y répondre et puis, comme les autres questions, on va regarder les réponses et puis vous expliquer pourquoi. Pour le moment, 4 réponses, donc 2 réponses pour 70%, 2 réponses pour 40%. On va attendre peut-être encore un petit peu de voir Ouais, si d'autres personnes répondent. C'est plus partagé que tout à l'heure. Une troisième réponse pour c'est 40%, toujours une partagé. troisième aussi pour Alors 70%. là, On est sur un égalité 50-50. parfaite. Et Exactement. on aurait adoré, que la réponse soit 70. Malheureusement, c'est 40, mais c'est déjà, C'est déjà un chiffre énorme. considérable. On pourrait éviter près de la moitié des cancers, en adaptant, en fait, nos pratiques et nos modes de vie. Absolument. Donc c'est déjà un chiffre, considérable, un chiffre énorme qu'il faut bien prendre en compte et surtout bien garder en tête. Est-ce que tu voulais ajouter quelque Ah non, chose non, par non, j'ai rapport à rien ce à chiffre? ajouter. Si ce n'est que oui, on aurait bien voulu que ça soit 70, mais malheureusement, la nature est ainsi faite que c'est 40. Tout à fait. Que c'est 40. Tout à fait. On va peut-être pouvoir passer après, il me semble qu'on va passer à vos questions-réponses parce que c'est le plus important. On avait vraiment envie d'entendre d'entendre vos questions et surtout de pouvoir y répondre. Donc, Alors, Tom, au est-ce que niveau des... tu peux nous les lire? Ouais, bien sûr. Alors, au niveau des questions posées, nous avons donc Andy qui nous demande quels sont ces marqueurs. Donc, c'était vis-à-vis de la question du coup de Oui, la des tranche marqueurs d'âge pour le génétiques. dépistage. Oui, alors les marqueurs génétiques, ce sont des... on étudie les cellules, des cellules, le code génétique des cellules, et il y a il y a un des gènes dans notre code génétique des personnes à risque. Oui. Il y a un gène qui va être identifié comme étant le gène du cancer du côlon. Voilà. Je n'ai pas dit que les gens porteurs de ce gène feront un cancer du côlon, mais ils y sont très exposés. C'est pas, il y a plusieurs cancers génétiques comme ça. Il y a le cancer du sein, il y a le cancer de l'ovaire, le cancer du côlon, et vous avez des familles à cancer. Pas moins spécifiquement, mais des familles qui vont faire des quantités de cancer. En tout cas, pour les familles où il y a un risque important, parce qu'il y a le père, le grand-père, l'oncle, la tante et la cousine qui a fait un cancer du côlon, à ce moment-là, vous pouvez demander à votre médecin de faire une recherche visuelle. Voilà. Donc, c'est vers le médecin traitant Oui, que je le médecin m'oriente si traitant je me qu'on pose ces oriente. questions-là. Si vous posez ces questions-là, lui-même vous le prescrira ou vous enverra voir le spécialiste. J'espère que c'est clair. Petite Question remarque sinon de la suivante? part. Ouais, alors là, ça sera une petite remarque donc de la part de Rodney qui tenait à préciser que la protection qui retient les selles n'est pas assez résistante.
Voilà, Oui, une alors petite c'est remarque. pas la première fois qu'on a cette petite remarque et on en est bien conscient. On rencontre le public sur toutes nos actions, hein, sur l'ensemble du département. Donc vous n'êtes pas le premier à le spécifier. Il faut savoir que c'est du matériel qui n'est pas stérile et qui est fait pour partir dans la cuvette des toilettes. Donc on peut très bien le remplacer par autre chose. Alors c'est le moment, c'est un moment un petit peu moins glamour qu'on va entamer, mais on a eu plein de partages d'expériences de personnes qui mettaient une poche poubelle en protection, ou alors encore plus efficace, du cellophane autour des toilettes. En tout cas, tant que ce dépistage est fait et que les selles ne sont pas en contact avec un liquide, que ce soit de l'eau, de l'urine ou du produit pour l'entretien des toilettes, vous pouvez le faire de la manière qui soit la plus simple pour vous. Et effectivement, le dispositif de recueil de selles n'est pas toujours le moyen le plus simple. Je l'entends. Alors sinon, nouvelle, entre guillemets, question remarque aussi de la part de Hendai. Donc l'incidence de ces cas augmente chez les jeunes adultes en non éligibles au dépistage. Quels sont les moyens de prévention pour nous? Mon médecin me dit que la colo n'est pas nécessaire. Difficile comme réponse. Je pense que l'incidence des cas augmente chez les jeunes, mais comme pour tous les cancers, hein. Je pense qu'il y a quand même tout l'environnement qu'on ne contrôle pas. Il y a tous les pesticides, les herbicides, les ceci, les cela, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, tout l'environnement dans lequel nous vivons, les particules fines, les, ben, on est entouré de raisons de faire des cancers, d'une façon générale, que ce soit le cancer colorectal ou autre. Bon, effectivement, si on n'est pas, heu, on le fait de 50 à 74 ans, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on aura baissé l'âge du dépistage. Je ne sais pas, mais c'est sûr que l'incidence des cancers augmente en général et touche des populations relativement jeunes parce qu'elles ont été exposées dès leur plus jeune âge, à la pollution, que ce soit une pollution, parce que je prends l'exemple que d'un bébé d'un fœtus qui grandit dans le ventre d'une maman qui malheureusement consomme de l'alcool, il va être exposé plus qu'un autre. Je vais prendre le tabagisme passif aussi. Et puis toute la pollution environnementale quand on sort dehors. C'est multifactoriel, en fait. C'est multifactoriel. Alors quand vous avez un cocktail, il y a l'effet cocktail aussi. C'est-à-dire qu'un polluant, enfin un facteur seul ne ferait peut-être pas grand-chose, mais il y a le cocktail de plusieurs facteurs. Et là, malheureusement, Tout à fait. Ce que j'ai envie de répondre, c'est que, au moindre signe, évidemment, que la colo, là, serait nécessaire. Après, tout dépend de votre cas particulier que nous, de votre cas, en fait, que nous, on ne connaît pas. Tout dépend aussi si vous estimez qu'il y a beaucoup de cas dans la famille, peut-être en parler aussi à un autre en professionnel parle de santé ou autre. s'il y a eu beaucoup de cas dans la famille, vous pouvez en parler. On peut peut-être avancer de toute façon, s'il y a eu d'autres cas dans la famille, on recommande des coloscopies très régulièrement, hein, Oui. bien avant l'âge de 50 ans, hein, Mmh. entendons-nous bien. On peut aussi envisager, parce que ça, régulièrement quand même un jeune va faire, pour une raison X ou Y, une prise de sang pour avoir une numération fournie sanguine. Si on trouve une anémie, c'est-à-dire une diminution de la quantité d'hémoglobine et des globules rouges chez une personne jeune, normalement en bonne santé, on peut s'interroger s'il n'y a pas une cause de saignement. Et le plus fréquemment, c'est effectivement au niveau du tube digestif et au niveau du côlon. Tout à fait. Et les derniers chiffres qui sont sortis et qui sont quand même plutôt rassurants, c'est que 95 des cancers colorectals ont lieu quand même après 50 ans. J'ai envie de dire, c'est un des seuls cancers où les chiffres sont aussi tardifs. En tout cas, peut-être que les chiffres, malheureusement, sont voués à changer. Donc, peut-être que les moyens de dépistage seront aussi Seront voués à revus, hein. évoluer. Et... Seront revus, oui. Tout à fait. Mais je pense qu'on peut avoir des petits signes indirects, mais malheureusement, on est dans un environnement qui est... On voit le bout du monde, là. Je suis optimiste. J'espère qu'on a pu répondre à votre question qui n'était pas simple, mais très pertinente. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Tom?
Alors oui, alors déjà, vous avez le remerciement de la part de Hendai qui vous dit merci pour votre réponse et cette présentation. De même pour Rodney qui dit merci pour la réponse. Chouette. Rodney qui faisait une petit questionnement, il voulait savoir si c'était possible de recevoir les diapos avec le cours et les questions-réponses, avec les résultats justement pour avoir un suivi et pouvoir justement peut-être en reparler par la suite. Alors, on va essayer de diffuser ce webinaire sur la page YouTube de la Ligue contre le cancer. Donc, on vous enverra une information. On va faire tout notre possible pour que vous puissiez avoir cette diapo entre vos mains, bien sûr. Sinon, petite remarque aussi de la part de Laura qui nous dit la présentation était très bien et voir des jeunes le faire, c'était génial. Je regrette vraiment que peu de personnes soient connectées. Oui, je partage votre regret. Malheureusement, on parle de l'intime. Donc, on a peu de monde qui se connecte, notamment au webinaire d'aujourd'hui, mais encore plus malheureusement qui participe à ce dépistage. On a seulement une personne sur trois qui est concernée par ce dépistage qui le réalise. Donc, c'est un chiffre encore trop faible. C'est pour ça qu'on essaye d'être Proactif. proactif, tout à fait. C'était le mot que je cherchais. Proactif pour. Mais en tout cas, je partage votre avis. Je partage vraiment votre avis, Laure. Et sinon, après, tout le monde nous remercie pour le webinaire, qu'il était top, simple et clair, et qu'il y avait une très belle présentation. Chouette. Moi, j'ai une autre question à poser. J'en connais la réponse, mais je vais pouvoir la poser pour vous apporter un complément de réponse. On a beaucoup de personnes qui nous demandent pourquoi le dépistage organisé s'arrête à 74 ans. Alors, j'ai envie de vous rassurer. Il s'arrête à 74 ans dans le cadre du dépistage organisé, mais on peut tout à fait mettre en place un dépistage personnalisé. Le constat est simple, c'est qu'à 74 ans, on n'est pas tous dans le même état de santé. Tout le monde ne supporterait pas une coloscopie, une anesthésie générale, des traitements de cancer si cancer il y a. Par contre, quand on est encore en forme à 74 ans, et c'est souvent le cas, on peut très bien demander à notre médecin de continuer à faire ce dépistage simple et rapide à la maison. La recherche de sang dans les selles, ça peut se faire tout bêtement. On recueille du sel, les sels, pardon, comme on peut, avec un bac sur les toilettes, quelle qu'en soit la consistance, et on met de l'eau oxygénée dessus. Et ça fait des bulles s'il y a du sang. D'accord. Voilà, un truc tout bête. Ok, super. Alors, si on voit des bulles, on va voir son médecin et on fait un examen plus poussé. Oui, voilà. Mais ça peut se faire très, très simplement, hein. En tout cas, gardez en tête que vous pouvez poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit à votre professionnel de santé, que les professionnels de santé sont là pour y répondre et que toutes vos questions sont légitimes. Donc, bien sûr qu'après 74 ans, il y a encore des solutions. Mais oui, il y a des solutions et puis quand on est dans une famille où il y a eu beaucoup de cancers, ça sera plus dans le vous ne recevrez pas le papier par la sécurité sociale, mais surtout si le gastro, lors de la précédente a trouvé des polypes, il vous dira: «On refait une coloscopie dans 2 ans, dans 3 ans». Voilà, donc mais vous n'aurez plus le papier de la sécu. Voilà. Super. Et bien, merci pour vos retours. Merci à Estelle aussi que je vois dans le chat. Merci à Aline. Merci à tout le monde. Merci Et Tom aussi Rodney qui pour faisait... l'animation. Et un Ouais, grand pas de merci à souci. Tom. Juste une petite remarque du coup, Rodney qui nous dit, bon à savoir que le dépistage peut se poursuivre après 74 ans et l'astuce de l'eau oxygénée. Et Donc bien, on comme est quoi... ravis que vous. Ravis. Ravi de l'oxygène. C'est ça. Merci beaucoup. Au Bah, revoir. merci à tous d'avoir été là et d'avoir participé. Merci, bonne journée à vous tous. Au Bonne revoir. journée. Hop. T'es encore là, Tom? Ah non, il est plus là.